Alors bonsoir à tous et à toutes. On est en présence de Laurine Roux qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir pour son dernier roman Le Sanctuaire et son éditrice Valérie Millet des éditions du Sonneur qu'on avait déjà reçu avec un immense plaisir. Bonsoir à toutes et merci d'être là. On va peut-être commencer par Valérie, justement. Comment avez-vous découvert Laurine? On vous a déjà reçu par rapport aux éditions, mais votre parcours par rapport à Laurine, votre rapport à toutes les deux est encore inconnu pour nous. Alors, on aimerait véritablement en savoir déjà un peu plus sur votre rapport auteur-éditrice. Autrice. Alors, Laurine, on travaille très régulièrement. D'abord, notre rapport est très bon. Je tiens à commencer par ça parce que c'est extrêmement précieux. Et c'est l'une des joies de ce métier tout de même. C'est d'abord de rencontrer un écrivain, bien sûr, mais c'est de rencontrer une personne aussi. Et alors, ça n'est pas toujours le cas. Mais on a pas mal de chance au Sonneur, c'est souvent le cas, et tout particulièrement avec Laurine, qui fait un peu partie des, ben oui, je vais le dire, du five top, on va dire, de nos auteurs vivants. Et en fait, tout s'est passé, on travaille régulièrement avec un écrivain qui s'appelle Marc Villemain, qui est éditeur au Sonneur, qui se charge d'un, deux, trois livres selon les années au Sonneur, plutôt de la littérature française d'ailleurs. Et Laurine avait adressé son premier texte à Marc, dont on a d'ailleurs publié un livre qui s'appelle Il marche le regard fier, avant qu'il ne nous rejoigne comme éditeur. Et Marc m'a tout de suite appelé en me disant, écoute, parce qu'on reçoit beaucoup de manuscrits, comme vous pouvez vous l'imaginer, il me dit, là, toutes affaires cessantes, il faut qu'on se parle. J'ai reçu quelque chose qui vraiment mérite d'être lu rapidement et qui mérite que l'on s'entretiennent tous les deux pour voir comment faire, ce qu'on veut faire, comment prendre ce texte qui nous arrive de façon si formidable par mail. Je suppose, Laurine, tu l'as envoyé par mail, pas par la poste? Par la poste. Par la poste, encore mieux. Donc voilà comment ça a commencé. Et effectivement, du coup, Marc m'a fait passer le manuscrit que j'ai lu très rapidement, que l'équipe a lu très rapidement, Sandrine Duvillier qui fait les couvertures, Henri Julien qui travaille avec nous, et il y a eu un enthousiasme commun, et les choses ont commencé ainsi avec Laurine. Alors justement, Laurine, vous êtes professeure de lettres modernes, entre autres, et écrivaine. Comment en êtes-vous alors évidemment, le chemin est facile. Vous êtes professeur de lettres modernes, donc on pourrait s'imaginer que le parcours d'écrivain en découle. Mais est-ce que véritablement, vous avez eu une envie pressante d'écrire celui-ci, Le Sanctuaire? Parce qu'il a un rythme qui est totalement original. Le sujet est en même temps assez rare en littérature blanche par rapport à un sujet post-apocalyptique. Mais justement, pourquoi avoir voulu traiter ce sujet-là? Alors, je n'ai pas vraiment voulu traiter ce sujet-là. Et en fait, c'est rarement comme ça qu'un texte m'arrive. Je ne veux pas grand-chose, en fait. C'est que le texte s'impose. Il y a un moment où, de manière assez intuitive, je sais que je tiens quelque chose de l'ordre d'une idée, d'une obsession, un quelque chose qui m'arrive, qui s'impose à moi, et suffisamment de manière récurrente, en tout cas, pour que ça m'alerte, pour que je repère la chose. Ça peut être une image, un parfum, une odeur, enfin, quelque chose autour de quoi je tourne. Et à partir de là, je vois ce que je peux en faire. Et pour parler du sanctuaire précisément, là, c'était une image, enfin pas vraiment une image, c'était les murs de ma maison que j'essayais de me figurer, parce qu'on est s'installer dans la maison depuis laquelle je vous parle. Et j'essaie de me les figurer comme un lieu à la fois protecteur et en même temps un lieu ouvert sur le monde, parce qu'on s'est installé dans une maison assez isolée, on va dire,
il y a quelques années, et j'avais déjà une première fille. Et je me posais pas mal de questions en tant que maman sur le fait de la soustraire un petit peu au voisinage, aux copains qu'on peut aller voir facilement parce qu'ils sont juste à côté. Et donc, les murs de la maison sont devenus un vrai questionnement, un motif romanesque à partir duquel ensuite j'ai déroulé une histoire. Je ne sais pas si c'était vraiment la question précise et si j'ai répondu. Il y avait Oui, la question aussi d'être prof de français. oui, Euh, euh, ça, être prof de français, je ne suis pas sûre que ça prédestine vraiment à l'écriture. Il y a des liens, il y a des empêchements aussi. Moi, je crois que j'ai eu besoin, avant, en étant prof et en ayant fait surtout des études de lettres, bien sûr que l'écriture, elle était presque consubstantielle à l'apprentissage de la lecture pour moi. Mais j'ai mis longtemps à désapprendre aussi certaines rigidités qu'avaient pu m'inculquer mes études de lettres, et puis à me permettre aussi, à me dire, à m'autoriser de l'ambition d'écrire. Et parce qu'il y avait des géants derrière moi. Il y avait tous les auteurs, tous mes auteurs fétiches. Il y avait Montaigne, il y avait Rabelais, il y avait Céline, il y avait Giono, Saint-Mars. C'était lourd. Et donc, ça explique un petit peu le temps que j'ai mis à me dire peut-être que je peux montrer ce que j'écris. Et j'avais 30 ans quand j'ai envoyé le premier manuscrit. J'ai mis un petit moment, justement. Et je pense que le fait d'avoir fait des études de lettres n'y est pas étranger. est-ce qu'il y a eu un déclic C'est à que un moment donné pour... Un déclic, oui. C'était une immense sensation de calme. Quand j'ai commencé à écrire, une immense sensation de calme. Et là encore, c'est assez diffus, mais je savais dès on va dire, les 30 premières pages que je tenais quelque chose qui me dépassait un petit peu, en tout cas, qui dérogeait un petit peu par rapport à ce que j'avais écrit jusque-là, et qui méritait que je m'y intéresse. Et peut-être que je ne sois pas la seule à m'y intéresser. Il y a j'ai trouvé qu'il y avait une certaine corrélation entre ces deux romans, notamment par rapport à Igor dans le premier roman. Est-ce que véritablement il vous faut une figure du mal, entre guillemets, dans votre roman pour écrire, tout simplement? Est-ce que c'est comment dire, un prisme obligatoire? Il est possible que, comme l'écriture chez moi, naît d'un désir, souvent. C'est quand même très organique et très, très charnel. Quand je parlais d'un parfum, d'une obsession, il y a quelque chose de l'ordre du désir. Alors peut-être que cette figure masculine est un prisme qui me permet de tourner. Mais je désire aussi des figures féminines, des personnages féminins qui me font très envie aussi dans l'écriture. Je serais bien en peine de répondre à cette question. Je réfléchis par rapport au texte que j'écris actuellement, et il y a aussi une figure masculine, bien qu'il y ait une héroïne. J'ai Mais touché. je suis moins dure avec l'homme dans ce texte que je travaille que dans les deux précédents. Je ne sais pas si c'est véritablement une dureté, parce qu'en réalité, l'homme est aussi comme ça. Donc, ce n'est pas forcément une dureté, à mon sens, c'est le fait de le dépeindre de cette manière-là, ce qui n'est pas anormal, au contraire. Mais je trouve que véritablement, il y a une corrélation entre ce que vous avez écrit dans le premier et dans le deuxième. Il y a quelque chose une force animale. Je trouve qu'il y a quelque chose d'animal qui se dégage en vous, de sauvage. Et en effet, j'avais cette question-là justement par rapport au fait de cette obligation pour vous d'avoir cette figure masculine présente. C'est pas conscient. Je le découvre ce soir. Hein. Je n'avais pas pensé jusqu'à présent à cette parentèle entre Igor et le père,
Donc, je vais creuser ça. Très bien. On va peut-être faire un petit point sur le pitch quand même du livre pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Ils ne sont pas nombreux ce soir, mais je crois qu'il y en a certains. Je ne sais pas si Valérie ou Laurine veut s'y coller, sans dévoiler évidemment, parce que c'est très difficile de le raconter véritablement sans le dévoiler. Je sais pas ce que Valérie, C'est intéressant aussi le pitch de l'éditeur, de l'éditrice en l'occurrence. Écoutez, moi, alors, c'est l'histoire, puisqu'il faut commencer comme ça un pitch. Il était une fois, c'est l'histoire d'une famille qui vit dans un sanctuaire isolé au milieu de la montagne et les parents ont quitté une vie, on va dire, normale à la suite d'une pandémie. Et ça, j'y reviendrai parce que c'est un point important aussi pour nous, le rapport à ce texte, mais j'y reviendrai après, et qui donc, pour fuir cette pandémie, s'isolent dans cette montagne. Ils ont 2 filles, et c'est la vie de ces 4 personnes, loin du monde extérieur, qui est un monde donc dangereux. Et au sein de ce quatuor, il y a le père, qui est une figure très forte et très présente, effectivement, qui n'a qu'un but, c'est préserver sa famille, sa femme et ses 2 filles, et qui les initie à cette vie retirée, à cette vie rude dans ce sanctuaire, et à cette vie en même temps formidable. Évidemment, les choses ne vont pas forcément se passer comme il l'entend, et j'arrêterai donc là le résumé, puisque les 2 filles vont prendre une place de plus en plus importante, les oiseaux vont prendre une place de plus en plus importante, le personnage de la mère va petit à petit se dessiner de façon très différente de ce qu'on peut, enfin ce que moi, en tous les cas, je me suis imaginé au début, mais c'est peut-être pour des raisons toutes personnelles. Un autre homme va intervenir au sein de ce quatuor familial, et la nature est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je voulais juste revenir sur la pandémie parce que le texte, Laurine nous a envoyé ce texte en juin 2019. Les choses étaient encore à peu près calmes de ce point de vue-là sur la Terre. Nous avions donc décidé de le publier dès le départ en 2020, puisque vous savez qu'un programme d'éditeur se travaille 1 an en avance, quasiment, pour diverses raisons. Et il est vrai que quand, en début d'année, les choses sont devenues ce que l'on est en train de vivre tous sur cette planète, on a commencé, plus le temps passait, plus on s'est dit, va-t-on publier et on en discutait d'ailleurs très ouvertement avec Laurine, va-t-on publier ce livre cette année ? Car le point de départ est effectivement le retrait dans ce sanctuaire de cette famille tient à un épisode similaire à celui que l'on vit et que l'on traverse tous. Et on a eu de longues conversations. Faut-il y aller, en sachant que Laurine avait sans doute pressenti quelque chose en écrivant ça entre 2018 et 2019, c'est ça, hein, Laurine ? Est-ce que les lecteurs vont avoir envie de lire sur ce sujet, malgré la force indéniable et l'immense talent de Laurine dans ce texte ? Donc, ça a été de longues tergiversations, de longues conversations. Et en fait, on s'est dit, non seulement on va le publier cette année, car ça résonne tellement fortement et tellement sensiblement avec ce que l'on traverse à certains égards, pas uniquement, car je tiens à dire que ce livre n'est pas simplement sur une pandémie. Ce livre, à mon sens, est avant tout un livre sur l'amour familial et l'amour paternel, plus particulièrement, et maternel aussi, mais là, le personnage fort, comme vous le disiez, Anthony, qui prend un peu le dessus de la vie de ces 4, de ce groupe de 4, et le personnage du père. Et donc, non seulement on a décidé de le publier cette année, mais en plus, on a
on a fait un véritable pari. C'est que pour la première fois en 15 ans d'existence de la maison, on a sorti un livre lors de ce grand raout qu'on appelle la rentrée littéraire de septembre. C'est la première fois qu'on prenait cette décision, car généralement, on laisse passer cette période de fin août et septembre pour ne faire paraître, nous, nos textes qu'à partir de fin septembre, début octobre. Donc, on a décidé voilà, non seulement de le publier, mais en plus de crier haut et fort que c'était un texte nécessaire par les temps qui courent. Et je pense qu'on a eu raison, finalement, après toutes les hésitations autour desquelles on a tourné. Martine? Bonsoir à tous, bonsoir Laurine et bonsoir Valérie. Ma question, en fait, elle rejoint ce dont parlait Anthony tout à l'heure sur la figure masculine. Et en fait, dans votre livre, il y a 2 figures masculines très fortes et qui sont toutes les 2 très ambivalentes. Ils sont tous les 2 à la fois source d'apprentissage pour Gemma, mais aussi source de violence. Et je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi de les construire tous les 2 comme ça, avec une face lumineuse et une face très sombre, très marquée. Alors, je crois que j'ai choisi de les construire comme ça, tout comme j'ai aussi choisi de construire la mère de manière aussi ambivalente. C'est un petit peu ma manière de tourner autour des personnages, parce que je les découvre en même temps que j'écris les personnages. Je ne veux pas les dominer, je ne veux pas les maîtriser. Et pour ça, il faut qu'ils m'échappent. Et pour m'échapper, il faut qu'ils soient opaques. Et pour qu'ils soient opaques, j'ai forcément besoin de les construire dans une complexité. Et aussi bien les personnages féminins que les personnages masculins sont animés par cette opacité. Et le roman, plus généralement, me semble vraiment le lieu d'exploration de l'ambivalence, de l'épaisseur, de la complexité. Et je tenais vraiment aussi à ce que ces 2 figures-là masculines ne soient pas uniquement des repoussoirs. Il y a eu quelques échos avec lesquels je n'étais pas forcément d'accord sur le fait que le vieillard, par exemple, était un personnage extrêmement négatif et malsain. Moi, j'ai une tendresse particulière pour ce personnage qui est le personnage qui permet aussi le passeur. C'est celui qui va ouvrir la porte du monde. Et le père aussi, le personnage, et c'est un personnage, je suis contente que vous notiez cette ambivalence, parce que ce n'est pas toujours le cas. On en fait souvent un dominateur féroce et une figure uniquement de la masculinité, mais c'est quelqu'un d'extrêmement fragile, en fait. C'est quelqu'un qui aime trop et qui aime mal. Et finalement, c'est peut-être un des personnages les plus fragiles du roman. Et c'est pour ça qu'il a une façade aussi, on va dire, violente a priori. Stéphanie? Oui, bonsoir Laurine, bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors moi, j'ai acheté votre roman juste avant le 2e confinement, quand on a appris qu'il y avait un 2e confinement. Un peu comme une survivaliste qui faisait ses réserves et qui essayait d'avoir des bons livres à la disposition. Et j'ai vraiment pas regretté parce que votre livre m'a vraiment soufflé et j'en ai encore parlé cet après-midi avec d'autres lecteurs qui l'ont fini. Et la fin nous perturbe énormément. Enfin, nous perturbe, c'est peut-être un grand mot, mais disons que vous avez quand même su de façon, je trouve, très subtile, faire évoluer un récit qui à la fin révèle autre chose finalement. Donc, est-ce que ça, vous l'avez senti dès le départ est-ce que vous saviez dès le départ vers quoi vous vouliez avancer, ou bien est-ce que ça s'est mis en place petit à petit, en sachant que le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas en parler tout à fait parce qu'on en révélerait trop. Et pourtant, j'ai des questions qui me brûlent les lèvres, je vous assure, que je ne peux pas poser.
Voilà, donc par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très réussi, justement, sur plein de plans, mais de ce point de vue-là, je ne m'attendais pas du tout à ça à la fin. Et du coup, ça remet aussi en question, pardon, je parle trop, mais ça remet aussi en question le genre, parce qu'au départ, on a tendance à se dire que c'est une dystopie, comme a dit juste avant Anthony, c'est un monde post-apocalyptique, mais en fait, c'est aussi fantasmé tout ça, donc voilà, je vous laisse répondre. Déjà, peut-être commencer par répondre à la question, est-ce que j'ai anticipé ça? Et puis je découvre votre visage du coup aussi, parce que je crois que je vous ai croisé sur Instagram. Et, oui, aussi bien pour Une immense sensation de calme que pour Le Sanctuaire, j'avais pour les 2 romans la fin. Je savais je savais la cible, en quelque sorte, du récit, mais je ne savais pas quel chemin je prendrais pour y arriver. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est que je ne sais pas quel est le cheminement qui va me permettre d'arriver à ce que j'ai pressenti. Et donc voilà pour cette première question. Et puis voilà. Tu veux rebondir, Stéphanie, ou c'est bon? C'est bon? Non, c'est bon, c'est très bien, c'est très bien. Sylvie? Oui, bonsoir à tous. Je vous ai découvert sur votre premier roman cet été et j'ai été assez éblouie par votre talent de conteuse. Ce sentiment, je l'avais ressenti une fois dans ma vie en lisant le premier livre de Sylvie Germain, Le Livre des Nuits. Et je me suis trouvée embarquée dans un univers qui m'a fait penser à cette expérience de lecture. Donc, il y a un côté onirique qui, pour moi, est vraiment très, très important dans vos romans. Et je voulais savoir quelle était l'influence littéraire que vous aviez eue pour partir dans ce domaine-là. Il y a un peu de Pierre Sandors, je dirais même. Légèrement. Eh bien, je suis gâtée. Déjà, je suis vraiment très, très flattée de ce que vous notez par rapport à Sylvie Germain. Et je vais raconter peut-être une anecdote à ce sujet, parce que par rapport à Une immense sensation de calme, quand j'ai écrit ce roman, je ne connaissais pas Sylvie Germain. Et j'ai, au milieu de l'écriture, à peu près au tiers du roman, j'ai commencé à lire Le Livre des Nuits. Et ça a été un choc terrible. Alors un choc, à la fois un spasme d'émerveillement, et en même temps, ce que je lisais me perturbait vraiment beaucoup, parce qu'il me semblait que je trouvais là, dans la chair des mots, parce que vraiment j'utilise le terme de chair des mots de Sylvie Germain, j'entendais des rythmes qui m'étaient très, très personnels. J'entendais des lignes mélodiques qui me parlaient, mais de manière extrêmement incarnée. Et il est arrivé vraiment, presque immédiatement, hein, quand je suis rentrée dans Le Livre des Nuits, je me suis dit, mais elle a volé ma voix. Et c'est presque un peu idiot de le dire comme ça, et ça a été terrible, parce que je me suis demandé si ça valait le coup que je continue d'écrire, puisqu'il y avait quelqu'un qui le faisait déjà, et puis qui le faisait si bien. Et j'ai arrêté d'écrire pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai complètement été sèche de tout. Donc, je l'ai lu, et j'ai lu tout ce qu'elle avait pu écrire à l'époque. J'ai tout dévoré. Je pense que j'ai digéré ça. Et à partir de là, le roman, j'ai repris, je ne sais pas faire autrement en fait qu'écrire. Mais j'ai repris Une immense sensation de calme 6 mois plus tard.
Et là, je me suis permis des choses que je me serais certainement pas permises auparavant, et notamment cet univers onirique. Je pense que c'est à elle que elle a réveillé, en fait, c'est pas à elle que je le dois uniquement, parce qu'elle a réveillé des zones de récits qui sont les zones du conte, du plaisir du conte enfantin. J'ai été baignée, vraiment, j'ai été trempée dans les contes quand j'étais enfant, et dans des voix qui me racontaient. Et plus tard aussi, je fais partie dans ma famille, on raconte beaucoup, mais il y a des voix qui me sont chères, et je crois que tout ce qui est de littérature orale a été incarné dans mon parcours de vie par des gens, tout simplement. Mon père adore, et c'est un conteur. Il parle, il raconte, il met en narration. Et donc, quand j'ai rencontré Sylvie Germain dans son écriture, voilà, elle m'a permis l'onirisme, le pas de côté vers le fantastique, sans jamais sombrer, d'être voilà, la tangente. Et j'avais déjà un petit peu senti ça en découvrant l'écriture de Jonathan Safran Foer dans un roman qui Tout est illuminé. Et il y avait cette espèce, voilà, j'avais mis déjà en relief l'écriture de la tangente. C'est ce que j'appelle l'écriture de la tangente. C'est être à la limite des genres, à la limite de l'étrange, sans jamais déborder, et du coup en faisant l'économie des catégories de genre, et en se permettant tout. Et ça, vraiment, je le dois à Sylvie Germain. Donc, oui, la question, elle est plus que pertinente, parce que Sylvie Germain a un rôle, je ne veux pas dire fondateur, mais en tout cas, il y a eu un nœud, en tout cas. Moi, j'ai fait le lien tout de suite. Voilà, dès les premières pages de votre premier roman. Voilà. Mais c'est une lecture qui m'avait beaucoup frappée, la lecture du premier livre de Sylvie Germain. Donc, voilà. Anne, c'est à toi. Bonsoir. Alors moi déjà, je voudrais dire quelque chose à Valérie sur le livre, parce que quand on s'était rencontrés la première fois, vous aviez parlé du détail que vous... des détails, de l'importance des détails pour vous dans l'objet livre. Et je voudrais dire qu'il y a quelque chose que j'ai adoré dans ce livre. La couverture est sublime, mais alors après, cette page noire là, c'est comme un petit écrin, comme s'il allait se cacher un mystère. Et c'est vrai, en plus, il se cache un mystère. Donc, cette page noire derrière la page de couverture, je trouve qu'elle a beaucoup de sens quand après, on découvre le récit et son pendant à la fin du livre. Donc, vous avez raison de prêter attention aux détails, parce qu'ils ont de l'importance après quand on a le livre entre les mains. Après, moi, je voulais vous poser une question, mais c'est pareil, je ne veux pas trop bondir, je suis un peu dans la même situation que Stéphanie. Quand j'ai fini ce livre, j'ai pensé à un livre de Laura Kaczynski, je ne sais jamais dire bien son nom, qui s'appelle Esprit d'hiver. Et en fait, un livre qu'on termine et on n'a juste qu'une envie, c'est reprendre le livre à la première page, parce qu'on s'est senti un peu manipulé, on se dit l'auteur a joué de nous, c'est aussi ce qui fait l'intérêt du livre. Est-ce que vous dites que vous saviez comment ça allait finir? Est-ce qu'il y avait aussi un peu cette envie de jouer un peu avec le lecteur, ou juste de lui raconter une histoire? Est-ce qu'il y a quand même cette petite part d'envie de jouer avec nous, un peu avec nos nerfs? Non. Non? Pas du tout. Alors là, vraiment, c'est un non catégorique. J'avais envie de jouer, moi, quand j'écrivais, avec moi. Et en revanche, j'ai un rapport au lecteur qui est un rapport très, très doux. Déjà, je veux pas faire de mal au lecteur, même s'il y a des passages qui peuvent être durs, violents, austères. J'ai jamais... il peut y avoir de la colère qui motive et qui meut l'écriture, mais cette colère, elle n'est jamais faite pour attraper ou griffer ou mordre le lecteur. Et
et justement, peut-être on revient à la question de Stéphanie sur… oui, je crois que c'était… non, c'est pas Stéphanie, j'arrive plus à retrouver le… Il n'y a plus de la lucarne de la personne qui me parlait d'ambivalence par rapport au personnage du père. Et c'est peut-être de là aussi que viennent… Voilà, Martine. Que viennent les ambivalences. Parce qu'il ne s'agit pas de basculer d'un côté extrêmement sombre uniquement. Il y a toujours, j'ai une espèce d'image en tête quand j'écris, c'est d'avoir en permanence une petite bougie qui reste allumée, quelle que soit la nuit. Ouais. Et justement, par rapport à votre écriture, est-ce que vous êtes la même, entre guillemets, en tant que femme et en tant qu'écrivain? Est-ce que vous avez le même caractère? Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a deux Laurine Roux? Oui. Oui? Oui, bien sûr, oui. Alors, il y a vraiment ces deux personnes très, très différentes. La personne qui écrit et la personne qui est Laurine Roux de tous les jours, c'est pas la même que celle qui écrit. Ça, c'est le même corps. La chose commune, c'est un corps. C'est avec le corps de Laurine Roux qui vit tous les jours que j'écris. C'est ce corps-là qui enregistre, qui est commotionné par le monde, mais en revanche, parfois je sais pas trop ce qui traverse. Parfois je suis surprise quand j'écris. Moi-même, je sors de phases d'écriture et j'ai l'impression de me réveiller d'un drôle d'état, un peu ivre, un peu captive de voix qui m'ont dépassée. Alors ça, c'est le Graal. C'est le Graal de l'écriture, ça, ces moments-là de rapt. Alors, il y avait un mot à la Renaissance qui avait cours, et c'était la furor poeticus. Alors, je ne sais pas si je connais la furor poeticus, mais en tout cas, je ne vis pas avec de furor la vie quotidienne. Je suis plutôt quelqu'un de marrant, de rigolo, d'assez légère. Et c'est d'autres forces qui m'animent quand j'écris. Des forces beaucoup plus animales. J'écris vraiment avec mon corps. Sandra? Merci, Laurine. Oui, bonsoir Laurine. J'avais deux questions en fait, je vais en profiter. Bon, d'abord, j'ai adoré votre roman que j'ai terminé tout à l'heure. C'était puissant et magnifique. Et effectivement, on a des questions à vous poser. On en a discuté, notamment avec Stéphanie. Voilà, mais bon, ça, on en parlera plus tard. Je voulais vous poser une question par rapport justement toujours aux influences, peut-être en exergue. Vous citez Cormac McCarthy, qui a écrit La Route, et effectivement, dès les premières pages, moi, j'ai eu l'impression de rentrer un petit peu dans une atmosphère un peu similaire. Bon, déjà, ma question, c'était est-ce que c'est un auteur qui a pu aussi vous inspirer cette histoire? Et puis, mon autre question qui est assez différente, c'était lié à la nature, puisque on est plongé au cœur de la nature, de la forêt, la rivière dans ce roman. Est-ce que pour vous, raconter la nature, c'est une manière, puis vous nous disiez aussi vivre aussi quand même un peu éloigné de la ville. Est-ce que c'est pour vous, quand vous racontez comme ça dans un roman la nature, est-ce que c'est pour vous une manière de vous éloigner un peu des dérives de la civilisation, de la société? Voilà, est-ce que c'est aussi un peu votre refuge d'écrire la nature? Votre sanctuaire, je dirais même. Oui, oui, aussi. Pour la première question, Cormac McCarthy, c'est un écrivain que j'affectionne beaucoup, son œuvre en général. Et La Route a une place particulière pour moi dans son œuvre. C'est un roman court, déjà, par rapport aux autres.
Et c'est un roman qui doit appuyer chez moi de manière assez, enfin, puis je pense que je suis pas la seule, mais de manière assez aiguë sur une zone névralgique. Et je peux le lire, je crois que ça doit être la peut-être 7 fois que je le lis, hein. Je l'ai vraiment beaucoup relu, beaucoup relu. Et il me fait systématiquement le même effet. C'est-à-dire que je sors de la lecture en pleurs et des pleurs absolument incontrôlables. C'est une lecture qui me fend en deux. Vraiment, le terme est là. Et je crois que, évidemment, comme pour Sylvie Germain, on ne sort pas indemne de ces lectures-là qui nous remuent profondément, qui se logent dans des plis très intimes. Et donc, oui, ça a irrigué mon imaginaire, ça a irrigué mes angoisses, ça a ça a épousé des angoisses aussi. Je crois que c'est pour ça que ces livres-là sont si puissants. Kafka qui dit la hache qui brise la mer gelée en nous. Vraiment, il a eu cet effet-là, La Route. La première fois que je l'ai lu, j'ai pleuré 4 heures sans m'arrêter. Impossible de m'arrêter. 4 heures. Et 4 heures. Ah ouais, ça a été, je m'en souviens parce que mon compagnon n'arrivait pas à me calmer. C'était. Okay. Pardon. Non. Non. Allez-y, Laurine, allez-y. Non, et ce qui me frappe dans ce livre, c'est que la puissance ne s'émousse pas. Les relectures n'émoussent pas la puissance de la fin, notamment. À partir des 20 dernières pages, je commence à halter. Enfin, il y a un effet très physique. Et pour la deuxième question, concernant la nature, elle aussi, je veux pas me dérober à la question, c'est pas du tout le cas, mais elle s'impose à moi. J'ai grandi dans les Hautes-Alpes, entourée par des montagnes, par une géographie qui est puissante et forte, entourée par des verticalités. Donc des lieux aussi austères où l'homme n'est pas forcément, enfin l'homme doit lutter quand même pour, avec des terres assez arides. Donc ça aussi, ça se loge dans les plis d'être. C'est Marie-Hélène Lafon qui en parle très bien quand elle parle dans Le Pays d'en haut, quand elle évoque son rapport au paysage et au pays premier. Mon pays premier, c'est les Hautes-Alpes. Ça forge des caractères, et je crois que ça a quand même forgé aussi mon rapport à l'écriture. La géographie, c'est l'écriture du lieu. Et donc voilà, la nature s'impose à moi dans ce sens. Taëlle ? Oui, bonsoir Laurine, bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai dévoré le livre aussi aujourd'hui. J'avais un petit peu de temps et je sors encore très fraîche de cette lecture. Je trouve qu'au-delà de la nature, il y a une présence aussi animale qui est très forte et qui est aussi un peu ambivalente. Et je voulais savoir si c'était inspiré de votre propre rapport aux animaux et à la chasse ou non, et au rapport aux animaux sauvages. Enfin, voilà, j'avais envie de savoir d'où venait cette inspiration et la place des animaux dans le livre. Et je rajouterais peut-être, Laurine, pourquoi des oiseaux d'ailleurs ? Alors, la place des animaux et l'ambivalence du rapport aux animaux. Quand j'ai commencé à écrire Le Sanctuaire, j'ai commencé par la scène de chasse. L'incipit, le tout petit paragraphe de la première page, je l'ai rajouté après.
Mais j'ai commencé directement par la scène de chasse. Et ce qui m'était pas du tout naturel, parce que alors, je suis absolument pas chasseuse, même au contraire, vraiment. J'ai un rapport antispéciste, on va dire, aux animaux. Et j'ai grandi au milieu des bêtes, tout simplement, entourée aussi de beaucoup de paysans. Donc, il y avait les bêtes de la ferme, les bêtes domestiques, et puis il y avait les bêtes sauvages, ce que Giono appelle la sauvagine. Et ça, c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, c'était ces bêtes tapies à l'envers de nos vies et qu'on guette comme des signes du sauvage et qui nous seraient accordés. Et ça, ça a été sujet on parlait de désir tout à l'heure. Voilà, j'ai beaucoup de désir pour le sauvage. Par exemple, je rêve vraiment de croiser un loup. C'est quelque chose, on a beaucoup marché en montagne avec mon compagnon dans les montagnes alentours en guettant le loup. Et il y a quelque chose de l'ordre du désir. Alors peut-être que l'ambivalence, elle vient de là. Le désir, c'est souvent ambivalent. Et voilà ce que je peux en dire. J'ai été entourée beaucoup d'animaux. Et l'oiseau, alors pour l'oiseau, pour répondre à Anthony, il y a deux choses. C'est déjà parce que le motif de l'oiseau est un motif intéressant. L'oiseau, c'est celui qui survole, qui est au-dessus. C'est aussi les augures. Il charrie tout un imaginaire, l'oiseau, la figure de l'oiseau, qui est très fort symboliquement. Et plus personnellement, moi, quand j'étais petite, j'ai eu un corbeau que j'ai élevé pendant longtemps, parce qu'il était tombé du nid, on l'avait sauvé, et il est resté avec nous dans la maison, et il se promenait sur mon épaule. Je m'en suis rendu compte après, j'ai repensé à ça, je me suis dit, mais bien sûr, ça vient de là, cette relation étrange avec cet oiseau qui me suivait partout. Alors, je rebondis sur les deux choses que vous venez de dire. La première, c'est sur l'oiseau, mais ma question était plus sur l'apparition du virus initial. Pourquoi ce sont les oiseaux qui apportent ce virus-là? Et je reviens sur la première partie de question. Les animaux sont assez malmenés dans le roman. Est-ce que vous avez eu une difficulté à écrire de manière aussi brutale sur certaines scènes? Brutal, c'est peut-être un mot un peu fort, mais viril. Non, j'ai pas eu de mal. C'est d'écriture. Et non, je trouvais ça assez plaisant même de me glisser. C'est vraiment une des parties les plus intéressantes dans l'écriture, c'est de se glisser sous la peau de ce qu'on n'est pas. Ça amplifie nos vies. C'est un peu les 7 vies du chat. Et là, il y en a même plus que 7. On peut se glisser dans la peau de... Et donc, j'ai lu beaucoup de forums de chasseurs ce soir-là, où j'ai commencé à... J'étais assez... ça, c'était dur. J'ai un peu... J'ai trouvé ça difficile, parce qu'il y avait des photos. Enfin, donc, je me suis vraiment gorgée de... On vous imagine plonger dans les forums de chasseurs en écrivant le livre. C'est assez succulent quand même. Et j'avais besoin de détails que j'ignorais, parce que moi, j'ai jamais tiré, et alors je suis allée même, et j'ai beaucoup lu de forums de chasseurs à l'arc. Et donc, j'ai découvert tout un univers d'ailleurs. Et après avoir lu ça, je pense que ça m'a suffisamment imprégné, enfin en tout cas marqué, parce que c'était pas rien cette lecture-là, que l'écriture de la scène de chasse a immédiatement suivi, et je l'ai écrite d'une traite, comme une flèche.
Ok. Voilà. Et pour le motif de l'oiseau qui apporte le virus, je crois qu'il ne faut pas aller chercher très loin. Là, c'est une vraie peur que j'ai vécue il y a quelques années quand il y avait la grippe aviaire. Et on s'était beaucoup posé la question parce que mes parents vivent dans une maison qui est entourée d'un lac où ils ont plein d'oiseaux. Ils avaient des paons, des oies, des canards, enfin, voilà, ils ont tout un bestiaire chez eux. Et on leur avait demandé d'abattre tous leurs oiseaux. Et ce qu'ils n'avaient pas fait, d'ailleurs, in fine. Mais la question avait été suffisamment violente et la perspective d'abattre tous ces animaux qui avaient vécu, qui vivaient avec nous, pour que je pense que ça ressorte dans l'écriture. Mais peut-être, il y a certainement d'autres choses. Hein. Je me méfie toujours du biographisme. Expliquer tel ou tel motif, tel ou tel épisode comme ça, de manière. C'est peut-être une manière pour moi un peu facile de répondre aux questions. Il y a certainement d'autres mouvements qui irriguent et qui souterrains. Il y a des choses, puis sûrement multiples. On ne peut pas tout expliquer, en effet. Non, et puis surtout pas. Il ne faut surtout pas. Enfin, pas soi, enfin, pas l'auteur. Jean-Marc? Oui, bonsoir Laurine, bonsoir Valérie. J'ai lu aussi le livre pendant la semaine et comme le disaient Stéphanie et d'autres, on a été quelques-uns à échanger après nos lectures et je me suis surpris justement à découvrir des choses que je n'avais pas forcément vues et d'où les questions dont parlait Stéphanie et on a, à mon avis, c'est un livre dont on peut avoir plusieurs lectures, en tout cas sur certains passages et certains aspects. Moi, je voulais vous interroger sur quelque chose qui m'a fait réfléchir, ce sont les prénoms. Pourquoi finalement vous ne prénommez que deux des personnages, les deux enfants? J'ai essayé de chercher une logique, mais peut-être qu'il n'y en avait pas. Ou à l'inverse, pourquoi est-ce que les trois autres personnages, les trois adultes, ne sont pas prénommés? On aurait pu comprendre que, par exemple, le père n'ait pas de prénom, mais que les autres en aient, ou que l'autre homme n'ait pas de prénom. J'essaie de trouver une logique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit à ça? Et puis pourquoi ces deux prénoms, Gemma et June, particulièrement? Alors, j'ai glissé le prénom du vieillard dans un document mité, et c'est Monsieur Tremblay. Il s'appelle Monsieur Tremblay. Oui. Mais on ne sait pas si c'est vraiment lui ou pas. Le doute plane. Moi-même, je ne me permettrai pas de dire si c'est vraiment lui ou pas. Et quant à la mère, elle est nommée. La mère est nommée, elle s'appelle Alexandra. Bon, et le père l'appelle Alex. Alors désolé. Mais peu importe, en tout cas, je n'ai pas nommé le père. Et donc, je voulais vraiment qu'il n'y ait que le père qui ne soit pas nommé parmi tous les personnages. Et ça, c'était conscient et volontaire parce que je voulais que ce soit papa. Je voulais qu'il ne soit nommé que dans la bouche de Gemma et comme papa, de manière un petit peu puérile. Et que justement ce papa soit aussi un peu l'ogre du petit poucet qui est capable de manger ses filles. Et puis Barbe Bleue aussi un petit peu, qui donne la clé pour donner envie de voir ce qu'il y a derrière la porte. Il me plaît de croire que le père donne un petit peu la clé des champs, malgré tout, en interdisant tant. Stéphanie? Oui, alors je me disais aussi que le point de vue que vous avez choisi pour raconter votre histoire, il est quand même primordial parce que vous avez choisi un personnage, une adolescente qui n'a pas connu le monde d'avant. Du coup, est-ce que c'est ce personnage-là qui vous a permis de reconstruire un monde neuf, débarrassé de tous ces repères et justement dans lequel pourrait éclore voilà, un nouveau monde, un nouveau récit aussi et peut-être une vision du monde qui serait fantasmée et faussée. Est-ce que c'est ce personnage-là en fait qui est central pour construire un roman pareil?
Alors bizarrement, c'est pas le personnage qui a charpenté le roman au départ, c'était la mère qui était le personnage qui a donné la ligne de crête, on va dire, du roman. Ensuite, la narration à la première personne et à hauteur d'enfant, j'aime pas trop l'expression, mais bon, on va l'utiliser quand même parce que c'est commode. La narration à hauteur d'enfant m'intéressait d'un point de vue purement de jeu poétique et de rythmique aussi. J'avais très envie de rythme enfantin, de trouver l'essoufflement des allers-retours d'un enfant qui n'arrête pas, quoi. Enfin, et donc je voulais ça dans la narration. Et j'ai perdu du coup, je crois, en cours de route, la question principale. La question principale, c'était de savoir si justement le regard de l'enfant, de l'adolescente, ça débarrasse du monde d'avant et ça permet d'en créer un autre. C'est sûr que c'était commode. C'était commode pour moi qu'elle n'ait pas connu le monde d'avant parce que ça permettait de construire un regard absolument neuf et naïf. Mais c'est comme le motif de la table rase. C'est quelque chose qui est assez fréquenté dans les romans qu'on dit post-apocalyptiques. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le monde s'est effondré? Qu'est-ce qui se crée de nouveau? Qu'est-ce qu'on recrée comme civilisation? Tout ça, ça m'intéressait. Ça m'intéressait beaucoup de voir. Mais c'était davantage le huis clos familial qui me préoccupait. C'était davantage c'est davantage qu'une vision du monde qui est arrivée là en écho à ça. Ce que je voulais, c'était une famille recluse et les relations qui pouvaient se jouer entre les quatre personnages. Et notamment la relation de fascination de l'enfant par rapport à son père et puis comment elle s'émiette, comment on bascule de l'enfance. Parce que en fait, c'est le basculement de l'enfance à l'adolescence où les illusions s'effritent. Et c'était ce moment-là que j'avais envie de passer à la loupe. Et alors peut-être que si en parlant là comme ça, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est que quand il y a quelque chose qui peut un petit peu me déranger dans l'écriture, c'est le souci de vraisemblance. Je peux être un peu handicapée par la vraisemblance. Et quand je campe mon roman des romans dans on va dire, de manière assez commode, là encore, le réel, il y a l'inflation du réel peut me gêner. Parce que je me dis, voilà, si ça c'est vraiment dans la réalité, il faut qu'ils aient fait ça, les personnages. S'ils n'ont pas mangé, ils vont pas avoir de force pour faire ceci. Mais s'ils ont mangé, il faut qu'ils aillent aux toilettes. Enfin, toutes choses et ça serait la tentation du roman total qui raconterait tout. Et pour me débarrasser de ça, le post-apocalyptique était commode. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est une fausse ruse. Le roman sur lequel je travaille là actuellement a un ancrage historique et je m'émancipe tout à fait facilement de la vraisemblance sans avoir besoin d'avoir rasé le monde avant. D'ailleurs, si le roman avait été écrit aujourd'hui, donc après cette crise du Covid, est-ce qu'il aurait été différent selon vous? Je l'aurais plus écrit. Je l'aurais pas écrit. Vraiment, je l'aurais. Non, là, je me serais. Ça m'aurait plus intéressé. D'accord. Nicole? Allez, à moi. Moi, ce qui m'a intéressée, je l'avais déjà écrit, il me semble, c'est ces histoires de dualité, en fait, dans le roman. Je trouve ça assez fascinant d'avoir effectivement l'une des sœurs une partie de la famille qui a connu le monde d'avant,
par rapport à Gemma qui, elle, est totalement vierge. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est l'interrogation autour de la transmission avec cette mère qui tient absolument à garder le lien avec ce qui s'est passé avant. On a l'impression que ça la maintient un petit peu en vie, d'ailleurs, de se raccrocher à son passé. Et en fait, c'est une interrogation que j'ai déjà croisée dans un autre roman qui m'avait fascinée, qui est Station 11 de Emily St. John Mandel, qui interroge à partir de là ce qu'il reste en fait d'une civilisation quand tout a disparu. Et j'ai l'impression que cette question affleure aussi avec ce lien que la mère et la sœur aînée essayent de garder, essayent de maintenir comme une flamme qu'on essaierait de raviver pour oui, se raccrocher à quelque chose, alors que d'un autre côté, on a cette Gemma qui est totalement vierge et qui, elle, ne peut qu'imaginer en fait ce qu'on lui raconte. Ça se passe avec la mère qui effectivement leur fait une sorte de classe comme elle peut et qui essaye de transmettre des choses. Alors, est-ce que c'est une question que tu avais toi aussi bien en tête en écrivant, ou bien tes personnages ont pris leur vie comme ça? Pour la mère, peut-être pas. Je me suis peut-être volontiers glissée dans la peau de la mère, moi. Moi en tant que mère, moi en tant que femme qui écrit aussi. Et je me suis rendu compte plus tard, je reviens sur une immense sensation de calme aussi, c'est que j'avais glissé dans les deux romans des allégories de l'écriture, en quelque sorte, que c'est aussi bien l'héroïne, la narratrice dans une immense sensation de calme, qui chante son parcours et l'amour qu'elle a eu pour Igor, et qui chante aussi la nature, et qui en fait, qui n'est qu'une voix, puisqu'elle n'est jamais nommée. Là non plus, il y a la question dont parlait Jean-Marc, qui est la question des noms. Elle est pas anodine, cette question-là, non plus, parce que ce sont des voix. Et je me suis demandé si j'allais nommer la mère dans le sanctuaire. Est-ce qu'elle n'allait pas juste aussi être qu'une voix, une voix qui chante, une voix qui maintient en vie ce filet de voix, et un peu à la manière des personnages chez Volodine aussi, dans les Nara, qui insuffle et qui... Bon, je suis assez fascinée, moi, par ça, par le pouvoir de la voix. Et justement, cette question de la transmission, elle se fait par la voix, la question des littératures orales. Et derrière ça, ma fascination pour la littérature orale et l'oralité dans l'écrit. Et j'avais envie de ça aussi, de glisser du souffle, et qu'elle continue. C'était une femme qui écrivait, et qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus écrire? Eh ben, est-ce que voilà, elle raconte, mais elle raconte de vive voix. Et ça, je l'ai voulu comme tel. Oui, c'était tout à fait conscient dès le départ. Et parce qu'elle a vraiment charpenté le roman, hein, départ, qui était là. Et d'ailleurs, si je peux dire juste un mot à propos de ce que tu viens de dire, Laurie, dans le sanctuaire, il y a beaucoup de ritournelles qui sont ces voix qui reviennent régulièrement avec soit des prises de parole, soit des ritournelles que toi tu nous offres, notamment dans ta description de l'aigle et de ses yeux. Donc, il y a des voix, et c'est effectivement un rapport très charnel que le lecteur entretient du coup avec les personnages. Et puis, il y a cette chanson, moi, qui est, enfin, ritournelle aussi, je reprends ce terme, ce hippie, hippo-pop, moi, qui m'a absolument séduite dès
qui est un air que la maman chante, qui m'a séduite dès sa première apparition. C'est un roman de voix multiples et de voix dans ton écriture et dans la présence des personnages. Karine? Oui, bonjour, bonjour Laurine, bonjour tout le monde. Je suis un peu prise au dépourvu parce que ma question, en fait, j'ai pas encore lu Le Sanctuaire. Je suis en décalage. J'ai découvert une immense sensation de calme il y a 2 semaines. Je l'ai gagné et en parallèle, je l'ai acheté. Donc je devais le lire, ce roman. Et je vais dire que je suis un peu entre deux mondes. J'écoute tout ce qui se dit et j'ai l'impression que Le Sanctuaire est en écho avec le premier roman que vous avez écrit. Et je voulais parler du chant et de la voix. Donc c'est un peu… mon intervention tombe un peu à l'eau, en fait. J'ai vécu la lecture du premier roman exactement comme si j'avais écouté un chant slave. Et une voix qui donne corps, en fait, à un apprentissage du monde extérieur et du monde intérieur. Et j'ai l'impression que dans Le Sanctuaire, que je vais lire donc en décalage, c'est un peu la même chose. On parle d'ambivalence, mais j'ai l'impression qu'il y a deux mondes qui fourmillent. Et je voulais savoir si effectivement, mais je crois que finalement vous avez répondu, si c'était imaginable pour vous d'écrire dans du réel. Mais c'était non. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écoutée. Non, c'est intéressant. C'est intéressant parce que dans ce que vous dites, il y a la question de la porosité entre justement le monde intérieur et le monde extérieur. Ça, c'est quelque chose aussi qui anime beaucoup les dynamiques d'écriture et la voix, c'est ce qui justement fait le lien entre l'intérieur. La voix, c'est du souffle et c'est ce qui va vers l'extérieur. Et donc, non, ça, c'est fondamental pour moi. Non, c'est marrant, la question du chant slave, ça, je suis assez troublée aussi parce que j'ai que de pertinence ce soir. Le moment premier d'une immense sensation de calme, c'était au bord de la mer Noire. Il s'est incrusté, la petite graine qui a donné naissance au roman, c'était un soir au bord de la mer Noire. Et bon, je vais pas, inutile d'en dire plus, mais c'est marrant parce que c'est pas anodin. Mais ça se ressent vraiment. Moi, j'ai vraiment vécu, je l'ai lu d'une traite parce que c'était pas possible de faire autrement. Et vraiment, il y a quelque chose dans l'écriture. Personne n'en a parlé sur le deuxième roman, donc j'ai hâte de le lire, mais il y a vraiment une particularité dans votre écriture. On est vraiment porté par les mots, au-delà des images. Ils sont vraiment choisis avec soin. Et ils font ressortir ce qui a été pas mal dit dans la soirée, l'animalité, la bestialité, et avec cette petite bougie que vous dites avoir toujours allumée quelque part. Et les mots sont un vrai vecteur de tout ça. Moi, je vous avoue que c'est vraiment la narration et ce chant qui m'ont porté tout le roman. Donc, j'ai hâte de voir effectivement si c'est la même chose dans le prochain. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du style. On n'a pas parlé du style et c'est une véritable injustice parce que le style, il est totalement… il est surprenant.
clairement, il est surprenant. J'ai l'impression qu'on est dans un rythme à la fois saccadé et en même temps lié. Tout est aussi ambivalent, même dans le style, et c'est ça qui fait le charme, je trouve, de votre texte, des deux textes. Mais celui-ci, je trouve, trouve encore une force encore supplémentaire dans le style, et je pense qu'il faut en parler clairement parce que ce n'est pas que le fond. Le fond est excellent, bien sûr, mais le style l'est tout autant, donc il faut le souligner quand même. Et ça, peut-être que Valérie peut en dire quelques mots, parce que sur la question de Karine sur les mots, c'est un travail qui est fait de concert avec Valérie et Marc, on travaille à trois. Quand on retravaille le texte, on le fait à trois. Et je crois qu'il me pousse à interroger chaque mot, chaque image, chaque souffle. Et c'est je crois qu'il faut que Valérie en dise quelque chose, parce que leur travail d'éditeur n'est pas pour rien dans la précision, dans l'économie aussi. Est-ce que vous écrivez beaucoup d'ailleurs, Laurine? Est-ce que ce manuscrit-là faisait peut-être 300 ou 400 pages? J'imagine que non, mais sait-on jamais? J'avais appris du premier travail sur Une immense sensation de calme, qui avait subi un régime nettement plus drastique. Mais c'était vraiment très instructif pour moi avec Valérie et Marc sur le premier roman. J'ai vraiment touché du doigt le fait que écrire, c'est avant tout gommer. C'est avant tout aller enlever le gras du texte, aller à l'os. Et vraiment, ça, je leur dois, parce que on a toujours du mal à se dire que oui, on peut enlever encore ceci, encore cela. Et je crois que pour le premier roman, en tout cas, il y avait vraiment la nécessité que eux me disent, mais essaye. Là, tu peux encore y aller. Il y a eu un stade où il m'avait, je crois que j'en étais à 125 000 signes, quelque chose comme ça. Et Marc m'avait dit 80 000, c'est bien. Et ça me paraissait complètement fou, d'enlever, ça c'était l'équivalent, je sais pas, mais presque de 30 pages, quoi. Et ça me paraissait fou. Et maintenant, quand je regarde, je me suis amusée à regarder le manuscrit premier d'une immense sensation de calme il y a quelques temps. Et je me dis, mon Dieu, que c'était bavard. Et voilà, je vais peut-être laisser Valérie en dire quelque chose. Alors, oui, il y a eu un travail que je définirais très différemment entre le premier et le deuxième roman de Laurine, car je crois qu'il y a une grande confiance qui s'est installée entre nous trois, et que moi, je peux vous dire, Laurine, je vais le dire devant toi, mais j'ai été extrêmement bluffée par tout ce que Laurine avait compris dans son écriture, dans son sens de la narration, après les nombreuses discussions que l'on avait eues sur le premier roman, Une immense sensation de calme. Je dois dire que j'ai été vraiment, je me suis dit, waouh, il y a une espèce d'évidence qui s'est faite à la lecture du Sanctuaire, qui était vraiment complètement réjouissante. Le travail sur un premier roman est souvent un travail très particulier, dans la mesure où c'est une lapalissade, ce que je vais vous dire, ou c'est le premier. C'est-à-dire qu'il y a une appropriation du texte, il y a une hésitation, il y a une peur, il y a une sensibilité, parfois une susceptibilité. Tout ça, on le sait, et tout ça fait partie de notre travail. Et il y a une chose qui est majeure dans notre rapport à un premier roman, au manuscrit d'un premier roman, plus précisément, c'est de faire comprendre à l'auteur qu'il peut y aller.
souvent, dans les premiers romans, cette peur dont je vous parle est une peur de ne pas être compris, de ne pas avoir suffisamment dit, de ne pas avoir suffisamment éclairé, apporté suffisamment de nuances. Or, la plupart du temps, quand on a la chance d'être le premier lecteur neutre, c'est-à-dire ni la meilleure amie, ni la sœur, ni l'oncle, ni la tante, ni tout ça, et qu'on est en plus dans une perspective de travail éditorial, donc de mise à disposition d'un texte à une multitude encore plus importante de lecteurs dits neutres, il est majeur de faire comprendre à l'auteur que souvent son premier instinct est le bon. Souvent, on l'a remarqué, nous on a publié plusieurs premiers romans, aussi parce que ce travail est vraiment absolument passionnant. Souvent, vous vous rendez compte que vous avez un paragraphe, je vais vous prendre cet exemple-là, vous avez un paragraphe et la première phrase est absolument formidable. Mais par cette espèce d'empêchement, de peur, d'appréhension, eh ben, on a une deuxième phrase, puis une troisième phrase, qui en fait ne sont que l'illustration de ce qui a été dit de façon tellement évidente. Donc, dès l'amorce du paragraphe. C'est un exemple parmi d'autres sur lequel on est en train de travailler, particulièrement avec un roman qu'on fera paraître au mois de mars, et où ce schéma-là est très systématique, et c'est extrêmement touchant aussi pour nous de comprendre ça et de savoir comment l'expliquer à l'auteur. Il y a une autre chose aussi, c'est que nous sommes, comme je vous le disais tout à l'heure, les premiers lecteurs neutres, et nous comprenons par ailleurs que l'auteur a passé des semaines, des mois avec ses personnages, avec les décors, avec certains objets, avec certains mots, certaines... Et en fait, il y a un moment où il faut l'accompagner pour lâcher ce texte-là. Et ce n'est pas toujours facile, je vais vous dire, d'arriver et de dire, là, il nous semble qu'il faut resserrer, là, il nous semble qu'il faut développer, là, il nous semble qu'il faut s'arrêter. Parce que moi, très souvent, je suis prise de grands doutes et je me dis, mais qui suis-je pour juger l'autre, comme dirait l'un de nos auteurs, puisque c'est le titre de l'un de c'est l'un des textes qu'il a écrit, qui s'appelle Serge Porting. Et j'ai toujours ce doute-là. Et j'ai surtout un grand respect du manuscrit, de la personne qui se trouve derrière. Et la difficulté est de faire comprendre que tout ce que l'on suggère, propose, souligne, est simplement et uniquement fait d'un désir profond d'aller jusqu'à la quintessence du manuscrit, d'un désir qui parfois heurte. Ça nous est arrivé une fois dans l'existence de la maison d'édition. L'auteur n'a jamais voulu entendre raison, nous a fait comprendre que son manuscrit était à prendre ou à laisser, et or son manuscrit, malheureusement, de notre point de vue, évidemment, s'arrêtait exactement là où il aurait dû commencer. Donc, et tout était là, il y avait très peu de choses à reprendre, mais il n'a jamais voulu, on a respecté, nous sommes séparés très, très cordialement, évidemment, mais donc c'est complexe, parce que c'est... comme disait Faulkner, c'est flesh and blood quand même, un manuscrit, c'est de la chair et du sang. Enfin, donc il faut aussi, rentrer dans le texte, il faut rentrer dans la personne qu'on a en face de soi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire quand j'utilise cette expression, mais il faut tout ça pour, et il faut surtout une grande confiance et la conviction de part et d'autre de travailler dans la même direction, c'est-à-dire la mise au point de la quintessence d'un manuscrit. Et c'est quand ça se passe avec des personnes et des personnalités comme celle de Laurine, c'est absolument formidable, parce qu'il y a un tel échange. Enfin, moi, je garde
Sur l'histoire du sanctuaire, je garde en mémoire avec beaucoup de force et de chance énorme d'avoir vécu ça. On a mis au point avec Laurine la dernière version du manuscrit sur épreuve par téléphone pendant le confinement, le premier. Et on a passé de nombreuses heures toutes les deux. Moi, j'étais devant la maquette, la mise en page, je changeais les choses au fur et à mesure. On était vraiment au dernier stade. Donc, vous voyez, quand on vous dit, est-ce qu'on peut enlever cette phrase en haut d'une page et que ça vous crée ce qu'on appelle une veuve ou une orpheline, c'est-à-dire une ligne seule en haut de page qui termine un paragraphe ou une ligne seule en bas de page qui commence un paragraphe. On a toutes ces conversations avec Laurine, on se dit, mais oui, alors il ne faut quand même pas que ce soit la mise en page qui prenne le dessus non plus sur le texte, bien entendu, mais comment faire pour que maintenant, alors que le livre part dans quelques jours chez l'imprimeur, maintenir ces exigences de mise en page tout en maintenant la nécessité du texte. Enfin, moi, je garderai, je pense, longtemps en mémoire ces heures passées avec Laurine au téléphone, dans cette espèce de moment qu'on vivait tous complètement hallucinant. Où moi, j'habite à Paris, dans le centre de Paris, il n'y avait pas un bruit, il y avait les oiseaux, et j'avais Laurine au téléphone et le sanctuaire devant les yeux, et c'était absolument formidable. Et ça, c'est pour ça que je fais ce métier, quoi. En vrai. Je vous l'avais déjà dit, Valérie, mais tout le monde aimerait être édité par vous. Je voulais dire. Oui, non. Mais je pense que c'est aussi, ça dépend aussi de l'auteur, tout simplement. La personnalité la plus difficile, entre guillemets, dans une relation auteur-éditeur, c'est souvent l'auteur. Et avec des auteurs comme Laurine, j'imagine que la relation se passe à merveille. Mais il y a cet échange que vous avez avec elle qui permet ce rapport-là, ce rapport de tendresse, d'affection peut-être, mais il y a un rapport véritablement de confiance entre vous. De respect beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour Laurine, son univers, son écriture. Et je me permettrais, Anthony, de vous contredire. Je pense que l'éditeur peut être très chiant aussi. Hein. Oui. Et peut aussi beaucoup déstabiliser. Et puis, il y a des éditeurs, comme partout, il y a des éditeurs pour lesquels moi j'ai travaillé quand je travaillais en freelance, qui sont franchement pas des gens sympathiques non plus, hein, je vais vous dire, et qui ont des espèces d'obsessions comme ça qu'ils imposent à leurs auteurs, qui me semblent être... Alors, je ne dis pas que je n'ai pas des obsessions, hein, on en a tous, je me garderai bien de ça, mais... La concordance des temps. La concordance des temps. Le bâton par exemple. Les veuves et les orphelines, ça c'est une de mes obsessions aussi. Très bien. Vincent ? Bonsoir à tous, bonsoir Valérie, bonsoir Laurine. Enfin, on se voit en vrai. Moi, j'ai découvert Laurine il y a au moment du premier. Au début, je pensais que c'était un livre assez chiant, hein, parce que pour s'appeler Une immense sensation de calme, je me suis dit que ça allait quand même être assez ennuyeux. Et évidemment, j'avais tout faux, forcément. Voilà. En fait, moi, j'avais une petite question, hormis les petites références qui ont été déjà données. C'est qu'en fait, dans le second, j'avais beaucoup aussi un peu revu Dans la forêt de Jenny Gland. Bon, voilà, en moins chiant, là, pour le coup. Donc ça, c'est carrément un exploit. Voilà, parce que c'est quand même un livre culte, apparemment, pour plein de monde. Et en fait, je me posais une question, quand je me rappelle de Une immense sensation de calme et donc du sanctuaire. Est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer que Laurine Roux écrirait en ville? Oui. Oui. C'est quelque chose qui me travaille. Et quand je parlais de la géographie, qui est l'écriture du lieu, moi j'aime beaucoup aussi être attrapée par la chaleur du goudron, par les bruits des moteurs. Enfin, c'est des choses qui sont aussi très, très charnelles, Donc, bien sûr, c'est quelque chose que je sens fomenter. Enfin, je crois que j'ai besoin de temps. Moi, je suis une lente. J'ai besoin de
Je crois que les choses fermentent en moi, un petit peu comme du levain. Il y a un truc qui est nécessaire, c'est que ça lève. Et j'ai vécu pendant longtemps en ville, et notamment à Marseille, qui est une ville qui m'est particulièrement chère. Et je crois qu'un jour, je m'attaquerai à ce morceau, comme on s'attaque à un morceau de viande. Ouais. Et oui, ça c'est quelque chose qui fait partie de mes envies de me coltiner avec le bitume. Le bitume, d'accord. Et juste une autre question, est-ce que vous pensez faire partie un peu d'une sorte, un peu de forme de nature writing à la française, ou est-ce que vous situez plutôt sur la littérature de l'imaginaire pur? Moi, j'appartiens au travail de la langue. Ouais, vraiment, je veux pas me réclamer d'un quelconque clan, sinon celui de l'établi. Vraiment, c'est ça qui… De l'établi sur lequel on travaille, tu veux dire? Ouais, comme dit Marie-Hélène Lafont, elle dit les travailleurs du verbe. D'ailleurs, il n'y a pas marqué le mot roman dans tout le livre. C'est un choix volontaire. Je ne sais pas si, à mon sens, hein, il ne me semble pas qu'il soit inscrit quelque part. Je ne l'ai pas trouvé. C'est plutôt rare. Justement, est-ce que c'est un choix volontaire de toutes les deux ou pas du tout? C'est totalement inconscient. Alors, nous n'indiquons jamais quoi que ce soit de quelque ordre que ce soit de ce type-là sur nos couvertures. Et à l'intérieur, non plus? Non plus. D'accord. Non, la 4e de couverture peut faire mention du type de texte en fonction des collections que l'on publie, que le lecteur va lire. Mais on ne fait pas, non, comme dans les grandes maisons, romans, fiction, non. Parce que… C'est légitime, en tout cas pour celui-ci, hein. Clairement, parce qu'il s'inscrit dans… C'est légitime de ne rien mettre dans celui-ci parce qu'il s'inscrit dans différents cadres. Il n'a pas forcément il n'y a pas de genre particulier par rapport à ce roman. Il est un peu tout à la fois, hein. Ben, oui, et puis là encore, je rejoindrai Laurine dans ce qu'elle disait. Les histoires de clans, c'est pas trop notre truc non plus, en fait. Donc, et on préfère que le lecteur se fasse son chemin. Très bien. À lui. Anne? Alors, c'est une question pour Laurine ou pour Valérie, je ne sais pas. Laurine, vous avez fait mention de l'écriture d'un texte en ce moment, ou peut-être de plusieurs, en tout cas du fait que vous étiez en train d'écrire en ce moment. Est-ce que c'est un projet pour très bientôt, pour pas forcément? Est-ce que vous êtes déjà en discussion sur justement le texte avec Valérie ou Valérie n'en sait rien encore? Alors, moi-même, je ne sais pas quand est-ce que je terminerai d'écrire ce texte-là, hein. Je suis en travail, donc pour l'instant, je le laisse me raconter ce qu'il a à me raconter. Mais oui, j'en parle avec Valérie, ce que je n'avais pas vraiment fait de manière aussi claire et précise pour le sanctuaire. J'avais évoqué le texte dans une conversation téléphonique. On en avait parlé parce que je savais, enfin, moi, je me posais des questions sur comment couper le cordon avec une immense sensation de calme. J'avais peur d'écrire le même roman ou d'être encore trop empreinte de ce roman-là. Et parce que ça se situait dans un univers encore post-apocalyptique, il y avait la nature encore très prégnante. Donc, je ne voulais pas écrire 2 romans qui seraient les mêmes, évidemment. Donc, puis Valérie n'avait pas non plus envie que j'écrive les 2 mêmes romans, évidemment. Donc, on en avait beaucoup parlé de ça, mais c'était tout. Et je crois que
ils ont découvert le manuscrit du sanctuaire de manière assez neuve. Enfin, j'en avais pas dit beaucoup plus. Et Marc, avec qui on travaille aussi, je crois que lui, il aime bien ne pas savoir grand-chose avant d'accueillir le texte. Et là, en revanche, j'en ai pas mal parlé avec Valérie de ce qui était à l'origine de mon envie d'écrire. Et elle en a même un petit bout là qu'elle va pouvoir lire. Parfait. Donc, je peux lui laisser la parole là. Non, c'est vrai que et moi, je suis très touchée, excitée et amusée parce que c'est vrai que il y a ce qui soutient le désir du prochain texte de Laurine, il y a plein de choses qu'on a échangé à ce sujet-là, qui nous rapprochent des personnes, des centres d'intérêt. Et en fait, la genèse de ce roman se passe autour d'échanges qui, par ailleurs, nous font mieux nous connaître l'une l'autre. C'est extrêmement riche comme... il y a plein de choses qu'on se raconte, du coup, autour de la jeunesse de ce prochain roman. Donc, vous pouvez imaginer l'excitation qu'on peut avoir à ce que... bon, moi, je vais lire déjà quelques pages, mais à ce que Laurine aboutisse son texte. Et ça aussi, c'est parce que, comme je l'avais dit lors de notre précédente rencontre, pour nous, accompagner un auteur, travailler sur du long terme, c'est vraiment notre priorité. On ne fait pas un coup comme ça sur un manuscrit. Alors après, les chemins peuvent diverger, hein, je ne suis pas en train de dire que... Mais ce travail d'évolution du texte, d'évolution de l'écriture, de la conception d'un roman, c'est extrêmement principal pour nous. Et c'est vrai que là, j'aime énormément les conversations qu'on a avec Laurine sur la jeunesse de son prochain roman, parce que je vous dis, on aborde des choses dont on n'avait encore jamais parlé, mais qui sont très, très intimes, très personnelles d'une certaine façon, et qui vont mener à ce texte. Donc c'est assez formidable comme chemin. Voilà, nous sommes jaloux maintenant, Valérie. Merci pour ce teaser terrible. Sandra, c'est à toi. Oui, je voulais parler de la couverture que j'aime beaucoup. La couverture que vous avez choisie. Bon, évidemment, enfin, pour ceux qui l'ont lu, forcément, elle nous parle, hein, avec la présence des nuages et des oiseaux. Maintenant, moi, je trouve aussi qu'elle fait beaucoup écho à votre écriture, Laurine, par son côté sensoriel, mystérieux, onirique. Je trouve que ça correspond bien. Alors, ma question, elle est simple, hein. Je voulais savoir s'il y avait eu un choix commun entre vous, Valérie, et Laurine, ou peut-être Marc, ou si c'est seulement Valérie qui en a pris la décision. Non. Ça, c'est... Ah, pardon. Vas-y, Laurine, je t'en prie. Non, ça, c'est vraiment une des grandes chances que j'ai, moi, au Sonneur, c'est qu'on travaille de concert et qui a presque toutes les étapes de décision. En tout cas, Valérie ou Marc m'appellent et me demandent, me font participer aux décisions. Et pour les couvertures aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup. Parce que alors, je suis assez regardante là-dessus. J'aime les images. D'ailleurs, souvent, ce sont des images qui sont à l'origine de l'écriture d'un texte, parce qu'il y a une image au départ qui m'obsède. Et donc,
forcément l'image qui va représenter le texte, elle est importante. C'est comme si c'était la quintessence du texte. Et voilà, donc là, en l'occurrence, on avait le choix entre... il y avait 2 couvertures qui étaient pressenties, qui étaient toutes les 2 très intéressantes, très belles. Moi, mon choix se portait sur celle-ci. Et donc, ça a été très rapide. Hein. C'était pas compliqué. Tout de suite, dès que je l'ai vue, celle-ci, ah oui, c'est celle-ci. Oui, c'était compliqué. C'est Sandrine Duvillier qui fait les couvertures. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Sandrine fait une première maturation de ce que veut dire le texte pour elle, lit systématiquement le texte, part sur plusieurs pistes. On en discute d'abord entre nous, avec Henri, avec Marc quand il est concerné par le texte dont il est question. Et il y a un long travail quand même de maturation de la part d'abord de Sandrine, ensuite de nous 3, avant de proposer à l'auteur. Parce que effectivement, on sait combien c'est important. Et en fait, plus nous, on est convaincus par une couverture, et plus l'auteur, qui peut être surpris par ce qu'on propose, hein, qui peut ne pas forcément avoir cette vision-là, plus l'auteur adhère, en fait. Donc, il y a beaucoup... Sandrine passe énormément de temps... il y a des couvertures plus ou moins difficiles ou faciles, on va dire, à réaliser. Mais il y a vraiment... Et c'est ça qui fait qu'on parvient à un résultat qui convient à tous, c'est qu'il y a vraiment ces strates de travail, en fait. Il y a Sandrine d'abord, ensuite on est 3 ou 4 au sein de la maison, on discute, etc. Et ensuite on propose les 2 ou 3 versions qui nous semblent être les plus représentatives et fortes à l'auteur. Et ça aussi, c'est une étape intéressante. Pas toujours facile, pas toujours facile, selon les auteurs. Avant de passer à la suite et peut-être de nous lire un extrait, Laurine, on va faire une petite photo de groupe, comme on a l'habitude. Préparez-vous, 3, 2, 1. Nous aussi, on peut faire ça? Bien Non, sûr, c'est l'autre. évidemment. C'est l'autre. Bravo d'ailleurs, le bandeau, bravo. C'est bon, super. Laurine, c'est à vous pour un petit extrait que vous nous avez choisi. Chaque matin, je me lève à l'aube, quand les brumes de la vallée trempent les pieds des montagnes. La veille, maman a allongé le fond de soupe laissé sur le poêle. J'en remplis une gourde, puis me barbouille le visage de cendre et décroche mon arc. Avant de sortir, je pose un baiser sur son front. Des notes d'amande et de reine des prés s'échappent de ses cheveux. Elle murmure « Mon amour, mon cabri ». Les mots planent, enrubannés de songes. June s'étire. J'alimente le feu pour qu'elle n'ait pas à se lever tout de suite. Autour de la maison, le sol crépite, piégé par le givre. Il va falloir continuer à couvert. Les aiguilles des conifères étoufferont mes pas. Je pénètre l'épaisse forêt à l'aveuglette. Pour m'habituer à l'obscurité, je fais la souche, toute droite, très attentive. Un vacarme minuscule colonise la nuit. En me concentrant, je suis capable d'entendre la succion d'une larve qui mâchonne le bois. Plus bas, le torrent hoquette sans couvrir tout à fait le sifflement d'un merle. Je me contracte, bloque ma respiration, effacer le souffle, annuler la distance. Je peux deviner dans quel arbre l'oiseau est perché, sur quelle branche. Inutile de le tuer, je vais passer par le nord. Simplement l'éviter. J'ouvre très grand mes yeux, me faufile dans l'ombre, à droite, à gauche, entre les troncs, le plus vite possible. Allez. Bientôt, la barre rocheuse est gravie. En amont, la forêt se clairsème, grignotée par les pierriers. Parfois, un pin joue les fantassins, jaillit des éboulis. Je grimpe dans le plus proche,
observe les alentours. L'aube lessive l'horizon. 50 mètres plus bas, une forme brunâtre. L'animal doit faire 60 cm au garrot, la croupe blanche. Pas encore de bois, 8 mois tout au plus. Pourtant, un beau chevrillard déjà. Par chance, le vent vient du sud. L'approche n'en sera que plus facile. Je me laisse couler le long du tronc. Rampe jusqu'en lisière de forêt, serpents qui glissent, surtout ne pas alerter le reste de la harde. Ils sont peut-être à l'abri. Je ferme les yeux, attends. Hormis les mâchoires qui broient les touffes d'herbe, il n'y a aucun bruit. Un solitaire. Gloria. Merci. C'est fou à quelle heure. Je ne sais pas si les autres ont le même avis que moi, mais le texte est déjà fort, mais dicté par Laurine, il prend une envergure totalement subliminale. Je ne sais pas si les autres ont été autant bouleversés que moi, mais je trouve que vous avez une voix qui porte totalement votre texte. Je milite pour une version audio lue par Laurine. Je milite. Ah non, non. Valérie, Nous y travaillons, nous y travaillons. Nous cherchons un éditeur parce que nous, on ne sait pas diffuser ce genre de livres, on va dire, enfin de livres. Donc, nous y travaillons. C'est une très bonne nouvelle. Martine? Oui, alors en fait, au départ, ma question portait aussi sur la couverture comme Sandra, mais j'ai quand même une petite question sur l'esthétique du livre. Il n'y a pas de chapitre dans votre texte, mais à l'intérieur, il y a des petits dessins qui sont comme une respiration à l'intérieur du texte. Et je voulais savoir qui avait eu l'idée de ces petits dessins, parce qu'ils m'ont évoqué à la fois des barreaux et à la fois des troncs d'arbres. Donc, je trouve qu'ils collent parfaitement au thème du livre. C'est plutôt Valérie, oui. C'est Sandrine qui a eu, c'est donc Sandrine qui fait les couvertures, qui en fait, on a pris le parti depuis le début de la maison de se faire plaisir. On aime énormément la typographie et de se faire plaisir dans chaque ouvrage. Alors, la typographie du texte est toujours la même. C'est une fonte qui s'appelle Utopia. J'aime beaucoup le nom de cette police de caractère, pour plein de raisons, vous pouvez vous imaginer. Et donc, ensuite, nous travaillons, et Sandrine particulièrement, sur les têtes de chapitre, quand il y a des têtes de chapitre, sur les numéros de chapitre, quand il y en a, sur les séparations entre les chapitres. Et là, pour les petits troncs de boulot, effectivement, qui rythment les différents chapitres, c'est Sandrine qui a trouvé une typo avec des troncs d'arbres et cette espèce d'impression effectivement tout à fait juste dont vous parliez à l'instant, Martine, de barreaux de prison. Donc ça, c'est un grand plaisir aussi de chercher la typo qui va, ces petits détails. C'est des détails, hein, je vous disais, c'est des détails, mais ça on s'amuse beaucoup avec ça. Et notamment les petits guillemets sur les numéros de page à chaque fois. Folios. Oui. Ouais. Alors, si plus personne n'a de questions, on va finir notre rencontre par une interview fin de phrase. Donc, je vous donne le début de la phrase, Laurine, et vous la terminez de manière totalement habile. et comme vous allez... on va essayer. Alors, si vous deviez qualifier votre roman. Je serais journaliste. Pas mal. Alors, est-ce qu'il y a une incohérence de question-réponse ou pas? Alors, en fait, il faut que vous répondiez en qualifiant votre roman. Donc, c'est-à-dire en plusieurs mots ou phrases. Alors, je la refais. Alors, est-ce qu'il faut la question? Alors,
parce que pour moi, une interview fin de phrase, c'est que je termine votre phrase. Alors, si je devais qualifier mon roman. Ah, si je devais qualifier mon roman. Mon roman. Je dirais marécage. Okay. Voilà, vous n'êtes pas obligé de donner qu'un seul mot. Hein. Vous pouvez également après argumenter selon votre envie. Si je devais m'exiler. Si je devais m'exiler. Oui. Je me sens déjà exilée et l'écriture me raccroche au reste du monde. Si j'étais un personnage de mon roman, je serais la mer. Si je devais définir mon sanctuaire. Je choisirais la typographie habilement trouvée par Sandrine. Depuis que je suis écrivain. Je me demande si je suis écrivain. Nous, on le sait. Mon prochain livre sera... Rouge et noir. Beaucoup d'écrivains nous répondent sur le thème des couleurs. C'est surprenant. Quelle facilité. Rouge et noir, on retient. Dernière question, si j'obtiens le prix Goncourt. Je tombe de ma chaise. Très bien. Alors, il y a Jean-Marc qui a une dernière question peut-être. Merci Laurine. Oui, ça ne se fait pas de reparler après la dernière question, mais exceptionnellement, je relisais les remerciements que vous faites justement à la fin, et ça peut peut-être faire une conclusion. Il y a des remerciements certainement sincères, mais assez classiques, et puis d'un seul coup, il y a une phrase qui tombe aux rapaces au-dessus de notre maison et à mes filles qui savent leur parler. Alors, est-ce que chez vous, on parle vraiment aux oiseaux, aux rapaces, et puis qu'est-ce qu'elles racontent aux rapaces? Alors, je suis quelqu'un de très honnête. Et donc, dans les remerciements, justement, c'est encore plus le lieu de l'honnêteté. Oui, mes filles parlent aux rapaces. Alors, est-ce que les rapaces les comprennent vraiment? Ça, c'est autre chose. Mais toujours est-il que ouais, mes filles aiment passionnément les rapaces. On a beaucoup d'oiseaux au-dessus de la maison qui la survolent. Et il me plaît de penser qu'elles parlent la langue des oiseaux. Parce que les oiseaux leur répondent. Et donc, on comprend mieux le fait qu'un aigle soit présent au cœur du roman. Oui. J'ai oublié tout à l'heure d'en parler de ça. Ma fille aînée en particulier m'apprend beaucoup de choses sur les rapaces. C'est une de ses passions, entre autres. Alors, si personne n'a plus de questions, on va se quitter à regret, parce que j'aurais préféré rester encore longtemps avec vous. Merci infiniment à toutes les deux et merci à tout le monde. Valérie, c'est à chaque fois un véritable plaisir. Et Laurine, on est ravis de vous avoir rencontré ce soir. Merci infiniment. Et on espère vous rencontrer à nouveau pour le prochain, qui sera donc rouge et noir. Merci beaucoup à tous. C'est à chaque fois un plaisir de passer un moment avec vous, vraiment. Merci. Et merci Anthony. T'en prie. Avec grand plaisir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne Salut. soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée tout le monde. Merci pour tout. Laurine, merci Valérie. C'était fantastique. Merci. Bravo Anthony. Merci. Au revoir. Oui, bravo Anthony. Oui, et merci Anthony. Non, je vous en prie. C'est vous les héros, c'est pas moi. Hein. C'est vous. Vous êtes pour beaucoup quand même. Hein. Je tiens à dire. Pour une première fois, tu t'en es bien tiré, Anthony. En plus. À bientôt et bonne soirée à tous et bonne fin d'année. Au revoir tout le monde. Ouais, Merci, bonne fin d'année. bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.
pas que je remets ça lundi soir. Oui, oui, convainc ta femme pour remettre ça lundi soir, Vincent. Oui, oui. Bah ouais, je sais. Pour Marie-Hélène. Avec Marie-Hélène Lafont, il y a peut-être Laurine, peut-être que vous voulez venir, non? J'ai pas entendu. Il y a Marie-Hélène on reçoit Marie-Hélène Lafont. Ah bah oui. Lundi soir. Lundi 19h. 19h. Ouais. Ça, c'est du. Je vous enverrai un message. Ah ouais, je veux bien le lien, oui. Ah oui. Ouais. Ah oui, merci. Il faut prévoir 3 heures, je pense, Anthony. Hein. Ah ouais, c'est pas grave, on a le temps, Ouais. Bon, allez, ciao. À lundi alors. À lundi. Et voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir.